mettre le monde en statistique. Nouvelle maladie chronique, société passée à la loupe, que l'on décortique, qu'on découpe en catégorie, pourcentage, frénésie, folie des sondages, humanité, mode d'emploi, graphique, barème et quotas. Bonjour Francis, toujours dans le cadre de cette émission sur la sociologie. Aujourd'hui, tu vas nous parler de... La culture, voilà. Alors, quelle est la définition du mot culture ? Voilà, alors dans tous les manuels de sociologie, eh bien, on commence par définir le mot culture. Alors, ça a trois sens finalement en sociologie. Premier sens, c'est le patrimoine des œuvres intellectuelles et artistiques. Deuxième sens, c'est des connaissances et pratiques de disciplines scientifiques et artistiques qui donnent à celui qui les possède un statut social supérieur. Par exemple, si je dis je lis l'Iliade et l'Odyssée et j'écoute les symphonies de Beethoven, on dira « Ah, c'est quelqu'un de cultivé ». Et puis la troisième définition, qui est une définition alors plutôt sociologique, c'est celle qui est devenue dominante, c'est une manière de faire, de penser, de sentir propre à une collectivité humaine. Alors c'est un terme qui est issu de l'ethnologie et qui s'est généralisé au XXe siècle. Auparavant, on parlait des mœurs. Par exemple, Voltaire avait écrit un essai sur les mœurs. Alors, à l'intérieur de la culture, on peut distinguer la sous-culture et la contre-culture. La sous-culture, c'est une culture qui a un ensemble de valeurs, de normes, de pratiques, propres à un groupe au sein d'une société, mais cette culture partage les traits culturels fondamentaux de la culture dans laquelle elle s'insère. Par exemple, la culture béarnaise, indépendamment du fait que c'est une langue et puis que le patrimoine n'est pas le même, les valeurs, les rituels du béarnais par rapport aux Français ne sont pas très différents. Par contre, une contre-culture, c'est une culture qui s'oppose à la culture de la société, la culture dominante, du point de vue des valeurs, des normes, des comportements. Par exemple, une secte, c'est une contre-culture, où les hippies étaient aussi une contre-culture dans les années 70. Alors, pour catégoriser la culture, eh bien, on peut faire multiples catégories. Il y a par exemple la culture occidentale et puis la culture non occidentale. Une culture nationale et une culture minoritaire, par exemple la culture basque ou la culture béarnaise. On peut faire la distinction entre une culture d'élite qui est réservée à une petite partie de la population et une culture de masse. On peut faire la distinction entre une culture artistique, scientifique, technique. On peut faire la distinction entre une culture scolaire, ce qu'on apprend à l'école, et puis la culture non scolaire, la culture religieuse et la culture laïque. Et à l'intérieur des cultures religieuses, on peut faire la distinction entre la culture chrétienne, bouddhiste, musulmane, etc., etc. Et qu'est-ce que la culture française ? Voilà, donc nous sommes français. Alors, qu'est-ce qui caractérise la culture de la France ? Et d'abord, c'est une langue. Alors, c'est une langue unifiée qui a fini par s'imposer sur de longs siècles. Finalement, elle s'est véritablement imposée, la langue française, celle que nous parlons, celle que je parle maintenant, à la fin du XIXe siècle. C'est en même temps tout un ensemble d'héritages. Un ensemble d'héritages celtiques, nos ancêtres les Gaulois, et puis l'Antiquité gréco-latine, avec les influences des philosophes, Aristote, Platon, la littérature, l'histoire, le théâtre antique, le mouvement scientifique chez les Grecs. Et puis nous avons des monuments partout en France qui nous viennent de l'Antiquité. Et puis, globalement, nous sommes dans une culture judéo-chrétienne, c'est-à-dire que depuis le fait que la religion chrétienne soit devenue dominante, eh bien, nous sommes rentrés dans cette culture pour de longs siècles. Au Moyen-Âge, eh bien, il nous reste la littérature et puis tous les châteaux qui sont partout en France. La Renaissance, idéologiquement, nous avons l'humanisme, le protestantisme, et puis toute l'architecture, le classicisme ensuite, le baroque. Nous sommes aussi issus de la pensée des Lumières, Rousseau, Voltaire, Diderot, de la Révolution de 89. Donc nous avons tout un ensemble de patrimoine culturel, intellectuel, artistique. J'ai fait un rêve merveilleux
transformé en Mickey rigolard. Tout le monde admirait ma grande queue et mon talent à gagner des dollars. Avec Minnie, plutôt dingo, dans un palais en carton-pâte, on s'éclatait en compagnie d'une armée de poupées Barbie. Vive le nouvel ordre mondial, son programme m'interpelle, de mon quotient intellectuel, il fait monter la pression. J'ai fait un monstrueux cauchemar, échappé d'une série standard, avec une star aux belles fesses. J'étais devenu un flic US dans le château serti de Strass d'un milliardaire du Texas, rempli de morues platinées. Je sauvais les mœurs outragées. Vive le nouvel ordre mondial, son programme m'interpelle, de mon quotient intellectuel, il fait monter la pression. Bien sûr avec notre vieille culture et nos 20 siècles d'aventure, bien sûr avec tous nos héros, notre histoire, notre littérature, sur un terrain de 600 hectares, un pactole de 22 milliards, on n'est pas foutu d'inventer des loisirs vraiment musclés. Vive le nouvel ordre mondial, son programme m'interpelle vachement, de mon quotient intellectuel, il fait monter la pression. Déjà que les Yankees sont très forts pour se remplir le coffre-fort de la sous-culture du Mickey jusqu'au missile patriote. Jack la culture, le flagorneur, censé défendre nos vieilles valeurs, colle une médaille aux pectoraux de Sylvester Stallone Rambo. Allons Français, un petit effort pour plaire à nos maîtres à penser, transformons-nous en emburgés, bien dégoulinant de ketchup. Et puis, nous avons des mœurs particulières qui fait qu'un Français, ça ne mange pas comme un Anglais ou comme un Espagnol, ça ne vit pas de la même façon. Donc, nous utilisons le temps d'une certaine façon. Par exemple, en France, le repas de midi est quelque chose de sacré, alors que dans certaines civilisations, on ne mange pas à midi ensemble, hein, on grignote. Nous nous habillons d'une certaine façon, nous avons des passions particulières. Il y a un Anglais qui a écrit un livre qui s'appelle les passions françaises. Nous sommes attachés ou nous connaissons un certain nombre de symboles
le drapeau bleu-blanc-rouge, le Marianne, ou chez les royalistes la fleur de lys. Et puis nous avons un certain nombre de rituels qui sont propres aux Français. Alors, qu'est-ce qu'un rituel? Alors, un rituel, c'est une manifestation conventionnelle et stéréotypée. C'est-à-dire que dans la vie, pour réussir à communiquer avec les autres, eh bien, nous utilisons des rituels. Par exemple, il y a un rituel d'accès, enfin, c'est un rituel de salutation. Lorsque nous saluons quelqu'un, soit nous lui serrons la main, nous hochons la tête, nous lui faisons la bise. Voilà, donc ce rituel d'accès dépend du degré de hiérarchie, ça dépend du sexe, ça dépend de l'âge. Voilà, donc ça c'est un rituel de salutation. Nous avons aussi le rituel de confirmation qui vise à confirmer l'image que chacun souhaite donner aux autres. Par exemple, si je dis mes hommages, Madame la directrice, je marque la différence à l'égard de la personne à laquelle je m'adresse. Il y a aussi des rituels de réparation. Lorsqu'on a commis quelque chose qui est désagréable pour l'autre, eh bien, il va falloir le rattraper. Puis les rituels aussi, il y a des rituels, il y a le rite de passage. Par exemple, lorsqu'il y a une étape de la vie d'un individu qui est franchie, eh bien, on fait donc une fête. Donc il y a le mariage, le baptême, les bizutages, les pots de départ, la fête de Noël, le muguet du 1er mai, etc. Cela permet donc de créer des relations sociales, parce que le rituel, ça a trois rôles. C'est au niveau psychologique, ça sert essentiellement à assurer la sécurité et le confort dans la relation. Ça tend à désamorcer l'agressivité. Au niveau de la communication, ça exerce une fonction de codification et de facilitation des interactions, c'est-à-dire que cela permet d'avoir des rapports plus faciles. Et puis au niveau social, c'est un rituel qui assure une fonction de cohésion groupale. Il contribue à la constitution du lien social, à l'instauration, à la régulation des échanges. En même temps aussi, le rituel, il vise à exclure, parce que celui qui n'est pas qui ne comprend pas le rituel ou qui ne l'accepte pas, eh bien, il est donc exclu. Une culture, c'est aussi un ensemble de mythes. Voilà, donc la culture, nous avons des rituels, nous avons certaines attitudes stéréotypées, et en même temps, on croit un certain nombre de choses. Alors, ce sont des mythes. Alors, un mythe, c'est un récit qui est reconnu pour vrai par une société, alors qu'il n'a aucune vraisemblance pour l'observateur. Si je regarde, je sais pas, les mythes grecs ou les mythes hindous, je me dis, c'est pas possible qu'ils croient des choses aussi bizarres, et pourtant, ils y croient. En même temps aussi, ça peut être une fiction porteuse d'une vérité symbolique. Alors là, c'est Oedipe, on veut tuer le père de sexe différent, c'est Narcisse, on se penche tellement sur soi qu'on finit par en mourir, c'est Prométhée, c'est Don Juan. C'est aussi le mythe, quelque chose qui fait l'objet d'admiration. Ça peut être un acteur, un chanteur, un philosophe. Et puis c'est une idée susceptible de faire agir une communauté. Finalement, pour qu'une communauté puisse agir, il faut qu'on croie un certain nombre de choses communes. Alors par exemple, il y a le mythe national. Quand l'équipe de France de foot gagne, c'est une victoire de la France, et donc il faut créer toujours comme ça un mythe de l'unité. Et puis vous avez des mythes aussi économiques. La croissance économique, c'est bien le mythe moderne. On croit que si les richesses augmentent, eh bien on sera plus heureux, il y aura moins d'inégalités. Donc, quand on observe de loin les sociétés contemporaines, on se dit qu'on croit à des mythes absolument aussi idiots que les mythes antiques ou les mythes des pays très, très lointains. Je suis tombé au premier matin devant ma mère à genoux. On m'a fait boire le lait des chiens chauffé sur les cailloux. Encore aujourd'hui, quand j'ai le sang qui bout, quand je sens que monte l'orage, je peux hurler jusqu'à ce que les loups viennent me lécher le visage. Je
savais lire les marques du temps sur les écorces des arbres. Je savais compter les éclats de marbre sur la peau des serpents. Ça faisait des milliers, des millions d'années que c'était suffisant. Ils sont quand même venus chercher mes enfants pour leurs écoles fédérales. Ce soir je marche comme avant nous marchions, comme quand la lune était large au bord du lac Huron. On m'a fait vivre pour d'autres règles, on m'a fait suivre d'autres lois. On m'a dit petit, le vent ne se lève pas sur les plumes des aigles. Je ne sais plus reconnaître tes empreintes ni dessiner mes discours. Je pourrais même plus t'écrire des phrases d'amour sur ma figure peinte. Ce soir je marche comme avant nous marchions, comme quand la lune était large au bord du lac Huron. Le monde a tourné trop vite, il t'a emporté tout droit. T'as pas eu le temps de prendre tes racines avec toi. Le jour où tu trouveras que ton histoire est trop jeune, il n'y aura plus personne dans l'Indian Reservation. Indian. On a vu tomber au pied des visages pâles les derniers caribous. Pendant qu'épuisés, ils rêvaient debout contre les murs de toile. Je ne sais même pas ce que peuvent en penser les grands Manitou. Quand la nuit tombe, je perds mon chemin dans toutes ces nouvelles étoiles. Toutes ces nouvelles étoiles. Ce soir je marche comme avant nous marchions, comme quand la lune était large au bord du lac. Ce soir je marche comme avant nous marchions, comme quand la lune était large au bord du lac. Au bord du lac Huron. Une culture, c'est aussi un mélange de cultures. Oui, parce qu'il n'y a pas une culture pure. Les cultures sont une combinaison de traits culturels qui viennent de l'extérieur. Et toute culture est un processus d'acculturation active, c'est-à-dire qu'on prend des choses qui viennent de l'extérieur et puis on les transforme. Mais si on prend par exemple le cas de la France, nous avons été constamment sous influence étrangère. Alors il y a eu ça a dépendu. Dans la Renaissance, c'est l'Italie. Bon, dès qu'on veut être bien considéré dans la Renaissance, il faut aller faire le voyage en Italie. Ensuite, il y a eu l'influence espagnole. Bon, le Cid, c'est une imitation d'une pièce espagnole. Ensuite, au XVIIIe, il y a eu l'Angleterre. Au XIXe, l'Allemagne. Et puis au XXe siècle, nous avons été sous influence des États-Unis. C'est évident que si on prend la musique, le cinéma, la littérature, bien nous sommes et nous avons été sous influence américaine. Bon, si je prends par exemple un exemple d'acculturation, c'est le jazz. Voilà, le jazz, c'est un mélange de musique européenne qu'on apprenait aux Noirs et puis de musique africaine.
il y a des percussions, une utilisation des gammes différentes, les voix sont pas du tout les mêmes, il y a une valorisation de l'improvisation, de l'expression corporelle. Voilà. Et alors les cultures qui nous paraissent souvent les plus originales, les plus différentes, comme par exemple la Chine ou l'Inde, sont elles-mêmes issues d'un processus d'acculturation. C'est ce qu'a très bien montré Jean-Claude Guillebeau dans son livre qui s'appelle Le commencement du monde, où il montre que la pureté de la culture chinoise ou de la culture indienne sont des inventions récentes. On peut parler de multiculturalisme. Oui, alors c'est le grand, un grand mot, ça. Nous sommes dans une France multiculturelle, il faut respecter le multiculturalisme. Alors, moi, ce terme me paraît d'une imprécision redoutable. Voilà. Alors, si on entend qu'à un moment donné, une culture absorbe les traits culturels d'une autre société, je viens de le voir, nous sommes tous multiculturels. La France sans la Grèce, sans Rome, sans Jérusalem, sans l'Espagne, ça ne serait pas la France. Alors, s'il s'agit de diversité en matière de musique, de cuisine ou de vêtements, le phénomène est évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous mangeons de la paella, nous mangeons du couscous, etc. Donc, c'est merveilleux, c'est le multiculturalisme. Mais la cohabitation de plusieurs cultures dans un même espace politique est plutôt difficile, il ne faut pas se faire d'illusions. Par exemple, j'imagine mal la France exigeant de tous ses habitants qu'ils maîtrisent le français et l'arabe, puisqu'il y a des minorités arabes en France. Il faudrait qu'au nom du respect du multiculturalisme, on étudie à part égale le Coran et la Bible, la littérature arabe et française, qu'il faudrait accepter que les règles de droit en matière de famille soient différentes. Je crois que toute société contient une culture dominante et des cultures dominées. Celles-ci ont droit à l'existence, à condition de ne pas vouloir devenir une culture dominante. Quant aux individus, quel est le rapport qu'ils ont avec ce multiculturalisme ? Eh bien, soit ils peuvent s'assimiler, c'est-à-dire que la culture d'un individu disparaît au profit de la culture dominante. C'est ce qui arrive souvent pour les descendants d'Espagnols ou d'Italiens qui sont venus en France mais qui ont gardé peu de traits culturels de leur pays d'origine. Peut-être que les Italiens continuent à manger les pâtes, mais enfin, c'est pas un trait culturel dominant. Soit l'individu se sépare de la culture dominante, donc il veut maintenir des différences culturelles fondamentales avec la culture dominante, soit il peut s'intégrer. Alors il me semble que l'intégration, c'est le processus dans lequel la culture d'un individu se maintient, mais en restant du domaine privé, ne s'oppose pas à la culture dominante, c'est-à-dire que le Béarnais reste béarnais, mais il accepte globalement la culture française, mais il ne perd rien de sa richesse originelle. Les petits cons miteux surgissant de l'ornière, les anciens combattants sous leur débilité, les soldats trop connus qui ne sont pas morts d'hier, le bon français qui vient se réhabiliter. Toute la faune imbue de la patrie française s'est mise au garde à vous tel un seul corps puissant, aux accents discordants de cette Marseillaise qui n'a pour canne-bière que des boulevards de sang. Ma Marseillaise à moi, c'est le bruit des fontaines. Ma Marseillaise à moi, c'est la chanson du vent. C'est le voile bleuté de beauté souveraine, quand la lune en tapin à la sorgue se vend. C'est l'appel du pollen à son flirt l'abeille, c'est le miel du printemps dans les ruches d'amour, les fleurs de l'amitié qui poussent encore belles, rafraîchies de rosée dans les parfums du jour. Des larmes tricolores jaillissent des paupières quand s'élève un drapeau violet depuis longtemps. J'en sais de fous furieux du fond des cimetières, ne bouge pas Lazare, il n'est pas encore temps. Laisse-les se leurrer, se goinfrer d'uniforme, laisse-les ces voyeurs d'un pays décadent.
lauriers, leurs beaux drapeaux, sans chatoiement ni forme, dans ma feuille de vigne je réinvente Adam. Car mon drapeau à moi, c'est ce bout de nuage, sans couleur, sans patrie, sans clairon, sans soldat. La première goutte d'eau tombait les soirs d'orage, ma terre troubadour qui fredonne tout bas. Car mon drapeau à moi, c'est un baiser de femme, la femme que la vie a nichée sous mon toit. Ma guitare enflammée quand je monte une gamme, et que les notes agiles caressent mes doigts. On peut se poser la question, à quoi sert la culture? Pour l'individu, elle est source de loisirs, d'enrichissement intellectuel, de plaisir. Pour la société, elle a une fonction de socialisation, c'est-à-dire, on l'avait vu dans l'émission précédente, elle vise à créer des valeurs, des normes. Et alors, on a toujours l'impression que, bon, il y a des domaines qui n'ont pas d'influence culturelle, ce qui est complètement erroné. Je prendrai, si vous voulez, 3 exemples. Par exemple, la bande dessinée. On se dit, bon, lire une bande dessinée, c'est extrêmement innocent. Mais non, parce que la bande dessinée, elle transporte des valeurs. Par exemple, je prends le cas de Tintin. Tintin, bon, on se dit, bon, c'est pour les enfants. Mais si on analyse bien les aventures de Tintin, on se rend compte que Tintin est plutôt un centriste, hein, politiquement, parce qu'il est anticommuniste. Bon, il y a Tintin au pays des soviets qui avait été une critique du système bolchevique. Dans l'affaire Tournesol, on voit bien que Tintin est dans un pays qui ressemble à un pays de l'Est, enfin des pays de l'Est à l'époque du communisme. Ça peut être la Pologne ou la Tchécoslovaquie. Et dans Tintin et les Picaros, ce qui est intéressant, c'est qu'au début de Tintin et les Picaros, on voit l'avion de Tintin qui arrive dans un pays d'Amérique latine et on voit des policiers qui défilent dans un bidonville et on voit que ces policiers ont un habit, enfin une tête de policier de Pinochet. Et puis après, quand à la fin de l'aventure, Tintin repart dans l'avion, on voit les policiers. Les policiers, ce sont des barbudos. Ils ont tout à fait la tête de militaires et de policiers de Fidel Castro. Sous-entendu, la gauche et la droite, c'est la même chose. On a accusé Tintin d'être raciste. Bon, Tintin au Congo est quand même un beau morceau de colonialisme. Je crois qu'il reflétait l'opinion moyenne des gens à l'époque vis-à-vis de la colonisation. Dans l'Étoile mystérieuse, il fait preuve d'un certain anti-américanisme et on retrouve cet anti-américanisme dans Tintin à l'Amérique. Dans Tintin au pays de l'or noir, il est manifestement favorable à l'impérialisme anglais. Dans le sceptre d'autocar, il vise à défendre la monarchie. Et puis, il faut dire quand même que les femmes dans Tintin ne sont pas très décrites de façon très positive. La femme principale, c'est la Castafiore, n'est pas très, très sexy. Voilà. En même temps, Tintin a des valeurs antiracistes. Dans le Lotus bleu, il défend le petit Chang. Dans Coq en stock, il lutte contre l'esclavage. Et dans les bijoux de la Castafiore, innocente les gitans qui sont accusés d'avoir volé les bijoux de la Castafiore. Voilà, donc Tintin, il y a eu une influence sans doute avant la guerre d'extrême droite, mais il a évolué vers le centrisme. Voilà, maintenant, si on regarde par exemple les Schtroumpfs, il n'y a rien de plus innocent que les Schtroumpfs, il y a un livre qui s'appelle Le Schtroumpfissime. Et dans le Schtroumpfissime, on voit la société Schtroumpf qui fonctionne avec le vieux Schtroumpf, alors ça marche très bien, et puis tout d'un coup ils ont envie de faire de la démocratie, et alors immédiatement c'est le désordre, il y a des affrontements, et la situation redevient normale quand le grand Schtroumpf reprend le pouvoir. Voilà, c'est un éloge du pouvoir traditionnel. Voilà, donc on pourrait faire aussi l'analyse de la société chez Walt Disney, en particulier. La famille disneyienne était quand même une famille qui dépend de l'affreux Picsou, qui ne pense qu'à gagner de l'argent et qui a des rapports absolument épouvantables avec l'ensemble de sa famille. Voilà, donc
la bande dessinée, qui paraît une chose éminemment innocente, transporte des valeurs. On peut dire également pour la même chose pour le sport. Hein. Le sport, c'est quand même le culte de la performance sportive, les trophées, les dieux du stade, les mercenaires dopés. Donc on peut voir aussi le sport comme un opium du peuple. Je terminerai aussi avec une chose, alors apparemment aussi, qui a aussi peu d'importance, c'est les vidéoclips. Hein, quand on regarde des vidéoclips qui passent à la télé, là, de chansons, on se dit, mon Dieu, c'est complètement innocent. Mais non, le vidéoclip, c'est la rapidité, c'est la sexualité, c'est l'utilisation du corps, c'est la logique de l'analogie, c'est-à-dire que on met des images les unes à la suite des autres sans logique, mais il y a quand même certaines relations. Voilà, on peut se demander des fois si les adolescents qui ont du mal à mettre de l'ordre dans leurs idées, c'est à force de regarder des vidéoclips. Voilà, donc par ces exemples, je voulais montrer que nous sommes condamnés au conditionnement et à la manipulation, et c'est bien difficile d'y échapper. Mettre le monde en statistique, nouvelle maladie chronique, société passée à la loupe, que l'on décortique, qu'on découpe, en catégorie pourcentage, frénésie, folie des sondages, humanité, mode d'emploi, graphique, barèmes et quotas.